bénévoles qui ont travaillé à la réalisation de cette journée du symposium pendant les 4 jours. Je tiens aussi à remercier le bâtonnier, la Maison des avocats, qui nous a accueillis dans la salle. Je peux vous dire, c'est assez complexe de trouver des salles à Nantes, et surtout sur le sujet que nous travaillons, sur le sujet qui concerne, je dirais, l'esclavage. Parce que c'est un sujet très sensible d'en discuter, même si on entend que Nantes a fait beaucoup, Nantes fait ceci, fait cela, oui, c'est vrai. Mais je peux vous dire, c'est complexe, c'est compliqué quand même de travailler et de mettre une telle manifestation en place. Et je tiens aussi à remercier HR, aussi de son organisation. Et là, je ne vais pas trop tarder sur la parole, mais je reprendrai la parole, je dirais, dans les prochains 2 jours, c'est-à-dire demain, après-demain, pour en discuter avec vous. Et là, je passe la parole à monsieur le bâtonnier. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci d'avoir choisi la Maison de l'Avocat. Je crois que ce n'est pas tant à vous de nous remercier qu'à nous de vous remercier. Cette maison est d'abord ouverte sur la ville, d'abord ouverte sur le monde et aussi ouverte sur l'ensemble des échanges qui sont importants à l'ouverture à tout point de vue. Et je me souviens de nos discussions lorsque nous nous sommes rencontrés de mémoire début janvier. J'ai cru voir que vous avez fondé votre association en 2016 et j'ai noté les 3 buts, les 3 objectifs qui sont les vôtres. Promouvoir l'histoire des cultures métissées dans un but éducatif et pédagogique. Mon Dieu, que nous en avons besoin. Encourager l'enseignement et lutter contre les discriminations. C'est bien, là aussi, la mission permanente, me semble-t-il, des avocats. Être debout à chaque fois que le sentiment et au-delà du sentiment, la réalité d'une injustice profonde existe. Les avocats sont engagés aux côtés, évidemment, de celles et ceux qui sont en situation de souffrance, mais sont engagés très profondément, et je reprends à ce point et à mon compte les derniers propos de la présidente du Conseil national des barreaux, sont engagés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et je crois, comme vous, que par l'éducation, par l'enseignement, mais aussi par une culture de l'échange, ce que vous réussissez à faire, par l'ensemble de ces éléments, on va réussir à inspirer dans la société une volonté de se parler, y compris lorsque nos intérêts peuvent apparaître antagonistes. C'est tout cela aussi, et je sais que vous allez en parler pendant ces 2 jours, le projet, parce qu'en l'état, nous n'en sommes qu'au début, aux prémices de la justice réparatrice, de la possibilité de faire se rencontrer ceux qui peut-être étaient adversaires hier et doivent apprendre à se reconstruire. C'est extrêmement compliqué. Et c'est extrêmement compliqué dans, évidemment, la matière qui est la vôtre. C'est extrêmement compliqué pour mes consoeurs et confrères qui interviennent plus en matière pénale, d'amener les parties à avoir envie de se parler, d'amener les parties à avoir envie de s'entendre et parfois de se comprendre. Cela n'empêche pas à la justice simple, si j'ose dire, de passer. Mais une fois que la justice est passée, il faut que la vie reprenne sa place. Vous êtes donc évidemment les bienvenus. Je sais que vous allez inaugurer pendant ces 2 jours ce mât de la fraternité. En tout cas, vous allez le présenter. J'ai vu tout ce que vous avez écrit sur ce mât de la fraternité. J'ai vu qu'il était aussi le mât de la lutte contre les discriminations. J'ai vu qu'il est aussi un mât de la rencontre. Et ça me paraît, et ça nous paraît ici, dans cette maison, important. Je ne veux pas m'arrêter sans avoir 3 mots. Le premier, si vous êtes présent ici, si cette journée est possible, si ces journées sont possibles, c'est aussi, pas seulement la mobilisation des avocats, c'est surtout
la mobilisation des collaborateurs salariés de l'ordre. Le secrétaire général est présent, la directrice de la communication et son assistante ont hier travaillé avec vous. C'est eux qui ont permis à cette réunion de se tenir. Pour être très clair, et vous le dire avec beaucoup de réalité, le bâtonnier ne fait pas grand-chose. Et comme le bâtonnier ne fait pas grand-chose, ce sont les services de l'ordre qui en font beaucoup, et je leur suis en permanence reconnaissant. Et sachez que sans eux, cette réunion n'aurait pas pu se tenir. La seconde chose, je l'ai déjà dit, mais je le dis avec plus de solennité, je suis très heureux que ces premières rencontres aient lieu ici et à Nantes. Les deux sont, à mon avis, liés. Je sais qu'on pourrait toujours dire que la ville de Nantes peut en faire davantage. Peut-être est-ce vrai, je ne suis pas là pour compter les points. Mais en revanche, je sais que la ville de Nantes, depuis longtemps, et il faut rendre hommage, j'étais hier soir aux côtés de Jean-Marc Ayrault pour le troisième point dont je parlerai ensuite, je sais que Jean-Marc Ayrault a énormément travaillé sur cette question et que le choix donc de la ville de Nantes est un moyen aussi de rendre hommage au travail qu'il a réalisé pendant 25 ans à la tête de cette ville. Et si les avocats sont dans cette maison, c'est aussi que nous avons travaillé avec lui pour imaginer cette maison. Le troisième point, et je ne peux pas m'empêcher de faire de lien. Les avocats nantais sont engagés fortement dans ce que l'on appelle la défense de la défense. Il y a dans le monde des avocates et des avocats qui sont incarcérés, souvent sans jugement, parce qu'ils ont osé défendre. Je pense à ma consoeur Sonia Damani en Tunisie. Le 11 mai prochain, c'est-à-dire dans 3 jours, cela fera 1 an qu'elle est détenue dans des conditions d'une inhumanité absolument insupportable. Je pense aux bâtonniers d'Istanbul et aux membres du Conseil de l'ordre d'Istanbul qui ont osé écrire qu'ils s'interrogeaient sur les conditions de l'assassinat de journalistes en zone kurde et dont la démission a été ordonnée par le parquet général d'Istanbul et qui vont être poursuivis devant les audiences correctionnelles les 27, 28 et 29 mai prochains. Le barreau de Nantes sera à leur côté. Je pense à nos consoeurs afghanes qui ne peuvent plus exercer, qui ne peuvent plus se parler et qui n'ont d'ailleurs même plus le droit de parler. Je pense à mes consoeurs et confrères de la République démocratique du Congo qui sont poursuivis. Nous avons accueilli ici pendant quelques semaines leur ancien bâtonnier. Il est retourné avec un courage absolu dans son pays et chaque jour qui passe, je crains pour sa vie. Je pense à nos consoeurs et confrères du Cameroun. Et puis, ce ne sont pas des consoeurs et des confrères, mais si j'étais hier soir à l'hôtel de ville avec Jean-Marc Ayrault, c'est pour penser aux 3 ans de détention de Cécile Collère et de Jacques Paris en Iran, sans le moindre procès, des otages d'État détenus dans une cellule de 8 mètres carrés avec des détenus dangereux, sans matelas, sans possibilité de communiquer avec leurs avocats, sans possibilité de rencontrer l'ambassade de France. Vous voyez, en fait, les sujets que vous abordez aujourd'hui, tous ces sujets-là sont liés. Le barreau de Nantes est extrêmement engagé et je rends hommage au bâtonnier Julienne qui est donc non pas le bâtonnier précédent, mais le bâtonnier précédent du précédent. Vous savez, le bâtonnier ne reste que 2 ans, donc ça tourne vite. Mais Christine Julienne a créé une association qui s'appelle l'association Refuge, qui est là pour accueillir les consoeurs et confrères qui viennent du monde entier et qui peuvent être en situation morale, physique extrêmement difficile. On les accueille pour quelques semaines ou quelques mois. Cet engagement est, et je vous en avais déjà parlé, est en réalité très proche du vôtre. C'est l'engagement de l'unité, c'est l'engagement du combat contre les discriminations, c'est l'engagement pour la défense, défendre à quel que soit le sujet, défendre. Et ne jamais oublier que la liberté est une conquête que nous devons préserver, et que l'égalité de traitement des uns et des autres doit être pour nous
un absolu recherché. Je vous souhaite un excellent colloque. Vous êtes ici chez vous et j'espère que vous trouverez ici tout ce que vous êtes venu chercher. Excellente journée. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'intervenants qui vont s'exprimer en anglais. Et pour ces interventions, des étudiants vont fournir une interprétation. Il s'agit de Justine, Sean et Émilie qui est là. Et donc, ils feront l'interprétation de l'anglais vers le français. Maintenant, je vais vous permettre de passer en anglais pour les anglophones qui sont présents. So my name is Olivia. I'm a translator and interpreter, and I'm working with 3 students who will be in charge of interpreting the speakers here today. So the students will be translating from English into French, but if you want to have a translation from French into English, it will be simultaneous translation, and in that case, please use the headphones. The headphones are here. If you need one, feel free to take it. And if you feel that your French is very good, perfect, you don't need it, but maybe you might want to listen to the translation from time to time, so you can always take one. To use it, you just need to open it like this. Here you will have a number. Make sure that you are on channel 2. If you're not on channel 2, please move it, change the channel with this button here. And that's it. Okay? Anyone wants one? Yes. Anyone? Yes. Qui est donc descendant d'esclaves. Ce symposium va Donc, je suis Pierre-Guillaume Princet, descendant d'armateurs négriers nantais. Ça marche pas? Il faut parler plus haut. Oui, je parle plus près du micro. Voilà. Pierre-Guillaume Princet, descendant d'armateurs négriers nantais. Je complète Dieudonné Boutrin, descendant de personnes mises en esclavage. Le symposium, après ces 2 journées à la Maison des Avocats, va se continuer samedi au Temple protestant, un autre lieu symbolique pour parler de ce sujet, pour évoquer donc, d'une part, dans une conférence Parole de descendants, évoquer la création de cette communauté des héritiers de l'esclavage. Héritiers aussi bien de personnes mises en esclavage que de personnes esclavagistes. Enfin, c'est ça, oui. Et puis, l'après-midi, ce sera une conférence pour présenter une autre communauté qui met en œuvre un projet de Dieudonné Boutrin et de la Coque Nomade, le mât de la Fraternité, qui va être pris par... il y a 70 villes à peu près sur le pourtour donc, du triangle atlantique qui vont adopter le mât et qui nous rejoignent peu à peu pour former donc l'Alliance des villes qui est soutenue actuellement par Bristol essentiellement, H.R. Craig qui est là parmi nous et le précédent maire de Bristol qui je ne sais pas s'il intervient ou s'il intervient en vidéo, je ne sais pas. Donc voilà, pour la fin du programme. Et puis dimanche, une visite guidée à 2 voix avec Dieudonné Boutrin et moi-même. Alors maintenant, je passe la voix à Emmanuel William, qui est vice-président de l'association La Coque Nomade. Can you hear me now? Yes, sorry. Yes, hello and welcome. It's great to see you all. This is a very important and significant moment for us in France.
And I think over the next 3 days, you're going to see why. Before anything else, I really want to emphasize our thanks to the volunteers who work tirelessly throughout the year to raise funds to make events like this possible. We have a fantastic team, and I think you'll be able to appreciate the efforts that they have made to create this event. Bonjour à tous. Oh, vous n'avez pas Sa traduction. Donc, bonjour et bienvenue. C'est un moment très important pour nous en France. Mais avant toute chose, je souhaiterais remercier les volontaires pour leur travail, pour l'organisation de cet événement. Je pense que nous sommes tous très reconnaissants de leur travail, pour tout ce qu'ils font pour l'association. Yes, so I also take the opportunity to welcome our partners. And there I must emphasize the support that Asher Craig and Bristol Legacy Foundation offer us. Je souhaiterais remercier tous nos partenaires de la Fondation et Asher Craig aussi, par la même occasion, pour son travail. And also to our speakers who have shown great commitment and have shown great support in making the time to impart their knowledge and experience. And we hope that you will truly appreciate over the 3 days the significance of their work and how we can take some of that learning on board to enrich our lives. Je souhaiterais aussi remercier tous nos intervenants et j'espère que vous apprécierez leur travail et que nous apprendrons tous beaucoup de ce qu'ils vont nous apprendre. Merci beaucoup et alors, thanks very much and have a great symposium. Merci beaucoup et j'espère que vous apprécierez ce symposium. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Aubray, je serai simplement passeur de parole et gardien du temps, autant que possible. Je suis membre d'une des associations partenaires de cette belle organisation, une association qui s'appelle Maison du dialogue et de la paix, et pour laquelle je pourrais échanger avec vous si vous le souhaitez. Alors, nous allons commencer par une intervention de Madame Priscellia Robinson, qui est avocate en droit international, et qui va nous parler de l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises pendant, si possible, 45 minutes. Et puis nous aurons un temps d'échange et de débat avec elle. Voulez-vous mettre à côté d'elle? Voulez-vous mettre à côté d'elle, c'est plus simple? Oui, allez-y. Thank you. I firstly would like to thank Emmanuel Williams, also Giovanni de Butra
Piers Genon Procé, Stephanie Jan Rose, and the Association of the Coque Nomade Fraternité for this wonderful event and very important event. Further, thank you very much for your invitation. I'd also like to thank my mentor, Professor Robert Beckford, for your continued support of my work, and all presenters who will be presenting throughout this symposium. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord remercier Emmanuel Williams, Dieudonné Boutrin, Pierre Guillon de Princé et Stéphanie Jeanne Rose, ainsi que l'ensemble de l'association de la Coque Nomade. J'aimerais vous remercier à tous d'être là pour ce moment très important et vous remercier de l'invitation. J'aimerais aussi en profiter pour remercier mon mentor et collègue Robert Beckford et pour son soutien indéfectible et également toutes les personnes qui viendront présenter quelque chose pendant ce symposium. I would also like to acknowledge all guests here today and those who are also watching virtually. This presentation, as you can see, is called Abolition, as far as their eyes can see. J'aimerais prendre aussi un moment pour remercier tous les invités qui sont présents aujourd'hui physiquement ou virtuellement et vous présenter ma présentation, l'Abolition à perte de vue. This presentation is actually dedicated to my ancestors who survived the brutality of African chattel enslavement, to the Windrush generation who carried the torch of resilience across the Atlantic, and to their descendants who continue to face enduring legacies of enslavement and colonial injustice within the UK. May their strengths and resistance and spirits never be forgotten. Cette présentation est à destination de mes ancêtres qui ont survécu à la brutalité de l'esclavage de propriété des personnes africaines, à la génération Windrush qui a réussi à porter le flambeau de la résilience à travers toute l'Atlantique, et ainsi qu'à leurs descendants, qui continuent encore aujourd'hui de subir les conséquences de l'esclavage, excusez-moi, et de l'injustice du colonialisme, notamment en Angleterre, que leur force et leur résistance et leur esprit ne soient jamais oubliés. Approaches taken to abolish African chattel enslavement in the British colonies, particularly that in the British Caribbean colonies, were vast when one considers the various groups and roles that were played to do so. Toutes les approches qui ont été prises pour abolir l'esclavage de propriété en Afrique, dans les colonies britanniques, notamment les Caraïbes, les colonies des Caraïbes, ont été vastes et variées, surtout quand on considère le nombre de groupes et de rôles qui ont dû être joués. According to scholars, these groups typically consisted of abolitionists, the West Indian interest groups, local colonial governments, planters, enslaved Africans, and of course the British government. D'après les chercheurs, ces groupes comptaient généralement des abolitionnistes, des groupes avec des intérêts dans l'est de l'Inde, des gouvernements locaux coloniaux, des planteurs, des personnes africaines esclavisées et le gouvernement britannique. As considering, or as inconsiderate this may sound when speaking about abolitionists, as this presentation goes on to look at the different approaches who have contributed to the manumission and the ending of enslavement, there is a very important distinction that has been drawn in this in regards to approaches, as stated by historian Thomas Holt, who asserts that the great and wide distinction must be made between emancipation as a policy formulation and abolition as a social movement. Il faut bien sûr prendre en compte que l'affranchissement
ne s'est pas seulement fait par le travail des abolitionnistes, on pourrait alors penser aux mots de l'historien Thomas Holt, qui a tiré cette distinction entre l'émancipation en tant que formulation de politique et l'abolitionnisme en tant que mouvement social. I have therefore identified throughout my studies that the distinction goes a bit further beyond the scope of emancipation vis that of abolition, but in fact that there is really a clash between amelioration and revolution. J'ai par ailleurs compris pendant l'ensemble de mes études qu'une distinction importante s'opérait au-delà de ce spectre d'émancipation et d'abolition, et qu'il y avait en effet un clash entre amélioration et révolution. Amelioration has been described as the process of making a bad or unpleasant situation better. When the British abolitionists joined the movement for the liberation of Africans subjected to this practice of African chattel enslavement, they brought with them British ideals of the movement. Thus, their approaches were one more of morality, sound options, strategies of compromise. Enslaved Africans, on the other hand, did not approach their emancipation in this way. L'amélioration peut être définie comme un processus qui permet de rendre une situation mauvaise ou peu plaisante meilleure. Lorsque les abolitionnistes britanniques ont rejoint le mouvement de la libération des personnes africaines, ils ont qui étaient esclavisés, ils ont rapporté avec eux des idéaux qui étaient purement britanniques au mouvement. Et cette approche était celle de la moralité, de compromis et de stratégie pour mettre en place ces compromis. Les personnes africaines esclavisées, d'autre part, n'avaient pas du tout cette approche par rapport à l'émancipation. Woodville Marshall, in his study that focuses on amelioration and emancipation, identified 4 distinct periods during African chattel enslavement dealing with both terms. Woodville Marshall, dans son étude d'amélioration et d'émancipation, a identifié 4 périodes distinctes de ces 2 termes d'esclavage de propriété. Upon looking at these, the first form of amelioration, Marshall states, as you can see from the slides, is between 1780 to 1807. This period Marshall calls the West Indian amelioration, for which the West Indian governments pushed and were influenced as well through their lobbies in England, namely the West Indian body. And here we find that they are conducting some form of leveraging their powers, as an example, to achieve an enhancement in privileges afforded to enslaved Africans, but not really granting enslaved Africans their freedom. Comme vous pouvez le voir sur cette présentation, la première forme que prend cette amélioration, comme le décrit Marshall, a commencé entre 1780 et 1807. Cette période est décrite par Marshall comme l'amélioration des Antilles, pendant laquelle le gouvernement des Antilles a poussé et a influencé les lobbies en Angleterre, notamment le gouvernement des Antilles. Ils ont conduit cette amélioration en utilisant de tout leur pouvoir et en donnant des privilèges aux personnes africaines esclavisées, mais en ne les affranchissant jamais, en ne leur donnant jamais leur liberté. This is demonstrating when one actually examines slave laws, also known as slave codes. I know that the French version is slave noirs or noir slave codes.
And if we look, as an example, at the Jamaican slave codes, for which were enforced in 1664, they very much model the Barbados slave codes, which were the first slave codes of the British Caribbean, enacted in 1661. And the Barbados slave code, from what you can see on the screen, described black people as heathenish, brutish, and uncertain. These slave codes really provided for a legal framework to control and regulate the lives of enslaved Africans in the British colonies. On peut voir cette situation comme démontrée dans les lois pour les esclaves. Je sais que la version française est souvent appelée Code noir ou Code noir pour les esclaves. La loi jamaïcaine établie en 1664 la loi pour un meilleur gouvernement des personnes noires a été fortement basée sur la première loi de 1661 des Barbades, qui était la première de ce genre et qui décrivait les personnes noires comme brutales, comme confuses, comme étranges, et cela a permis de créer un cadre légal pour réguler la vie des personnes africaines esclavisées dans les colonies britanniques. Institutionalizing African chattel enslavement and really establishing strict rules for the treatment, punishment, and management of enslaved people, these provisions looked at how they'd be clothed, the severe penalties of which they would face for running away or aiding someone to run away, punishment if they then resisted, and also these legislations were welcomed by British white enslavers. Ces nouvelles lois prévoyaient notamment les règles en cas de manquement au règlement et les punitions à administrer, notamment en ce qui concernait leur façon de s'habiller, s'ils essayaient de s'échapper ou s'ils venaient à aider à quelqu'un à s'échapper, s'ils résistaient. Les esclavagistes blancs ont évidemment, bien sûr, accueilli chaleureusement cette législation. So when we explore thus the Marshall's first period of amelioration, I've taken a comparative law approach. The first slide will be in English and the second will be in French. But when we compare the legislature's attempts to improve the conditions and enhance the so-called privileges of enslaved Africans through the slave laws, if we take the Barbados slave codes between 1661 to 1834, what we find when we look at these three key provisions, as you can see at the top, are that chattel enslavement ranges from 1661, defining African people as property. The 1668 code, as an example, maintains this status, but the 1826 code still maintains it, but acknowledges some legal rights, such as their ability to own property. Si nous examinons plus en détail la première période de Marshall décrite comme l'Amelioration, nous pouvons voir, notamment à travers ce slide, la version française que vous voyez ici, nous allons du coup comparer l'évolution de ces lois à travers le temps et les changements et les améliorations qui ont été faites. Notamment, on va prendre ici le cas des lois de la Barbade, entre 1661 et 1834, ici 1826, pardon. On peut notamment voir que la version de 1661 définit les personnes esclavisées comme des propriétés, chose qui apparaît à nouveau dans la version de 1688 et qui apparaît toujours dans la version de 1826, mais dans cette version, on leur reconnaît quelques droits tout de même, notamment des droits de propriété.
focusing upon the section that speaks of accountability, as you can see initially, enslavers for their behaviours. There is no accountability for neglect or abuse. Later, 20 years later, we find that there could be some fines and penalties if things come outside of the scope. But this is mainly to ensure that the brutality caused to African people was not caused in order to not diminish the amount that they would fetch upon the auction blocks. But then, as we see in 1826, as an example, there is a more formal record keeping of punishment and the ability to have matters reviewed before what we would call slave courts for flogging and lashes. It's important to note, however, that these slave courts were often managed by the same enslavers who potentially would be given out the punishment. Si l'on regarde plus attentivement à la catégorie de la responsabilité, on peut voir qu'en premier lieu, il n'y avait aucune mesure en cas de punition très grave qui était infligée aux personnes esclavisées. Aucune responsabilité, la responsabilité des esclavagistes n'était pas engagée. La version de 1688 prévoit quelques amendes et quelques pénalités. Cependant, ces pénalités n'étaient mises en place que si ces punitions venaient à impacter le prix des personnes esclavisées quand elles étaient vendues. La loi de 1826, elle prévoit des choses plus formelles, notamment en termes de punition, et des cours qui étaient dispensés par les personnes, les esclavagistes eux-mêmes. Lastly, then, with a focus upon the rest days, as you can see in 1661 and 1688, there is no rest days specified. However, as we get over the threshold of the Slave Act of 1807, we can see in 1826 there is a Sunday rest on the plantation that is required, which we'll explore a little bit more as to why that really is the case. Comme vous pouvez le voir dans la catégorie jour de repos, la première version ne prévoyait aucun jour de repos, la deuxième non plus d'ailleurs. C'est seulement quand la présence française est devenue plus importante que un jour de repos a été ajouté et qui a été rendu obligatoire le dimanche. Je vais évidemment le détailler et en parler un peu plus maintenant. Focusing now upon still Marshall's first period of amelioration, we do see that the British tend to enact additional laws placing limitations on the number of enslaved Africans that British slave ships could import. Walvin states to us, a scholar, that this new law, stated as the Slave Trade Act of 1788, also known as the Dublin Act, which was proposed by the abolitionist Sir William Dobbins before the English Parliament as a result of the Zong massacre of 1783, which actually, if you want to know more in regards to that, was a ship heading towards Jamaica, of which 142 enslaved Africans were thrown overboard due to a miscalculation of water supply. Nous pouvons voir à travers cette première époque d'amélioration décrite par Marshall que les Britanniques plaçaient des limitations et des chiffres sur le nombre de personnes africaines esclavisées que les bateaux britanniques pouvaient importer. Walvin, un chercheur, a admis que cette loi nommée le Slave Trade Act de 1788, aussi appelée loi de Dolben, qui doit son nom à l'abolitionniste Sir William Dolben, devant le Parlement britannique, le Parlement anglais, qui a été lancé à suite au massacre de Zong
qui était un navire de commerce triangulaire provenant de Liverpool, et qui, si vous voulez en savoir plus, a jeté par-dessus bord 142 personnes esclavisées, dû au manque d'eau et au manque de gestion des ressources sur le bateau. So as kind as the Slave Trade Act of 1788 may sound, in fact it was counterproductive for 3 reasons. Bien sûr, aussi important que cet acte puisse paraître, il était bien sûr très contre-productif pour 3 raisons. The first is because the Act actually mandated that no more than 2/5 of a ship of cargo could be filled with children, therefore limiting the amount of men, meaning 1 male, per ship ton. And as a result, this meant that more children and more young people were kidnapped and traded, as the Act never formally defined who a child was. Tout d'abord, la première raison, c'est que cette loi disposait que les 2/5 du cargo devaient être composés d'enfants, et aussi limitait le nombre d'hommes africains à 1 homme par tonne sur le bateau. Cependant, cela a donc conduit à ce que plus d'enfants et de personnes très jeunes soient kidnappés, mais cette loi ne définissait pas clairement ce qui constituait un enfant, ce qu'était vraiment un enfant. The second reason was that it actually encouraged the breeding of enslaved Africans rather than the human trafficking. Thus, enslaved Africans were subjected to more abuse sexually. La deuxième raison, c'est que cette loi encourageait cette loi forçait les personnes esclavisées à se reproduire et à encore plus conduire à du trafic d'êtres humains. Et beaucoup plus de personnes esclavisées étaient abusées sexuellement. The third, which is probably the worst out of them all, is that several scholars actually assert that the Slave Trade Act really was for the benefit of white ship crew members who bitterly complained about the fact that there was overcrowding on the vessels that actually was exposing them to diseases and sickness and the potential risk of death due to unrest and rebellion, as they could not control the large numbers of enslaved Africans that they had kidnapped. La troisième raison, et qui est probablement la pire, comme l'ont démontré plusieurs chercheurs, c'est que cette loi était en fait était là pour bénéficier les membres de l'équipage qui étaient blancs, qui se plaignaient du travail, de l'encombrement, des maladies qu'apportaient avec eux les personnes noires, et leur peur d'une rébellion au vu du nombre de personnes qu'il y avait sur le bateau et qui ne pourraient rien faire dans ce cas-là. This is supported as the Act itself, when you read it, ordered that the slave ships, all of them, should carry a doctor. And this doctor would receive a bonus according to the number of enslaved Africans who survived the journey. Therefore, the conditions still remained appalling. Cette idée est d'ailleurs soutenue par le fait qu'un docteur devait être présent à bord des bateaux, et il recevait un bonus en fonction du nombre de personnes esclavisées qui arrivaient à la fin du voyage, mais les conditions restaient quand même tout à fait atroces. Therefore, it is clear that when Marshall talks about this first period of amelioration, he conveys that more harm than good was produced by the abolition's intervention and measures to integrate change rather than doing an immediate redress and providing for freedom and liberation. C'est donc clair que cette première période que Marshall appelle l'amélioration a conduit à ce que l'abolition rende les choses plus compliquées
est plus difficile, et que cela a conduit à ne pas seulement intégrer des mesures, mais à ne rien changer sur le long terme. Some scholars, however, have argued that some help was better than none. Yet we find that the abolitionist intentions were really made through the lens of seeking not to really destabilize the British Empire, securing its interests whilst acting on some sentiments of humanity. Certains chercheurs, cependant, maintiennent l'idée qu'un petit peu d'aide est mieux que rien du tout. Que l'intention des abolitionnistes était faite dans l'idée de non pas déstabiliser ils cherchaient à non pas déstabiliser l'Empire britannique et à sécuriser ses intérêts, mais aussi à aider à l'humanité à avancer. Turning now to a gender perspective of an abolition approach. Nous allons maintenant nous intéresser à une vision plus genrée de l'approche abolitionniste. This is further demonstrated through the implementation of a postnatal law, vice that of the movement and program of a pronatal abolition. Cela est d'ailleurs démontré par l'implémentation de lois natalistes par un mouvement et un programme d'abolition nataliste. So according to Panton, these postnatal laws within the British Caribbean colonies were enforced aimed at really helping to seek to help enslaved African women. And from 1790, due to the pressure of abolitionists who were concerned about the declining number of enslaved populations in the Caribbean as a result of the Dublin law that I spoke about earlier, which helps to deal with curbing how many enslaved men and women are on the boat. This was their main issue, which was to see how they could enhance slave population. Therefore, this really contradicts the first stage of amelioration, which Marshall has identified, really revealing that the effectiveness of the abolition movement collectively was in bad faith, supported by legislators acting in an attempt to improve conditions for enslaved Africans. Selon Patton, ces lois postnatales dans les Caraïbes ont été mises en place, mais elles étaient seulement là pour pousser encore plus les femmes noires à être esclavisées, notamment à partir de 1790, quand la loi d'Holbein a été passée, et ce qui a conduit à mettre encore plus de pression sur ces personnes et à cause de la crainte du nombre de personnes esclavisées, de la population esclavisée disponible. Ce point contredit totalement la première phase d'amélioration de Marshall, ce qui révèle aussi que l'efficacité du mouvement abolitionniste pendant cette période était de mauvaise foi et que les législateurs n'essayaient pas d'améliorer réellement les conditions de vie des personnes esclavisées. Now, I will talk about postnatal laws versus pronatal abolition a little bit later. Je parlerai de ces lois postnatales et pronatales un peu plus tard. And how it develops in the second stage of amelioration. Et comment cela se développe dans le second stade de l'amélioration. But still within the first stage. Mais toujours dans le premier stage. What we find is how African people, enslaved African people, are responding to the lack of progress that abolitionists are making. Tout d'abord, le manque de progrès que les abolitionnistes font.
This is where revolution starts to take place. C'est là que la révolution commence à se mettre en place. So we know that revolts, as they have been called, dubbed as insurrections, are taking place, such as the Taki Revolution of 1760 to 1761, or the Haitian Revolution, which I'm sure you'll hear about later, of 1791 to 1804, or the Bussa Rebellion of Barbados in 1816, or the British Virgin Island rebellions of 1790. Nous savons que certaines de ces révoltes étaient appelées insurrections, notamment la révolution Taki de 1760 à 1761, la révolution d'Haïti de 1791 à 1864, dont nous parlerons plus tard, la rébellion de Boussa dans les Barbades en 1816 et la rébellion des îles Vierges britanniques. But there was other forms of revolution that enslaved Africans did for a necessity to have immediate emancipation, opposing amelioration, and this took form in the phase of community cohesion as conveyed by the Maroons of Jamaica. D'autres formes de révolution ont été mises en place pour notamment l'émancipation immédiate, et cette idée s'oppose totalement à l'idée d'amélioration. Et cela prend la forme d'une cohésion communautaire, comme on peut le voir avec les Maroons de Jamaïque. As you can see from the caption, Judge Edward Long describes the Maroons as wild Negroes within his book of the history of Jamaica. Comme vous pouvez le voir sur la slide, le juge Edward décrit les Maroons dans son livre appelé L'histoire de la Jamaïque comme pardon, excusez-moi du terme, des nègres sauvages. Nichols contends that the Maroons of Jamaica were actually a group of enslaved Africans who escaped from the plantation, formed their own independence, self-governed themselves, and were described as the most persistent resistors of enslavement in the Caribbean. Nichols parle des Maroons de Jamaïque comme d'un groupe d'Africains qui s'est échappé d'un groupe d'Africains esclavisés qui s'est échappé des plantations et qui a trouvé sa propre indépendance et qui a établi ses propres règles et propres lois et qui a permis ensuite la libération des Caraïbes. Far from wild, these Maroons were intelligent, resilient. They even beat the British in their first Maroon War between 1728 to 1740, which was led by two phenomenal Maroons, namely Nani, who controlled the westward Maroon territory, and Kojo, who controlled the leeward Maroon territory, and they defeated the British. Ces Marrons étaient loin d'être fous. Ils ont d'ailleurs battu les Britanniques pendant la première guerre des Marrons de 1728 à 1740, et qui était menée par deux personnes, Nani qui contrôlait le territoire marron qui faisait face au vent, et Kujo qui contrôlait lui le territoire qui faisait dos le territoire marron qui faisait dos au vent, et les Britanniques n'ont pas pu les battre. The British, so defeated, had to actually sign a treaty with the Maroons on the 1st of March 1739, giving up land in the area of Trelawney and Acapong in St. Elizabeth, Jamaica. L'armée britannique a été tellement défaite qu'elle a dû signer un traité avec les Marrons au 1er mars 1739 qui cédait des terres aux Marrons pour leur permettre une plus grande indépendance.
Before the Haitian Revolution, this made the Maroons the first free black people in the Western Hemisphere, where they obtained their right to self-determination. En dehors des révolutions asiatiques, c'était là le premier peuple qui se révoltait et qui était pour la première fois considéré libre de tout esclavagisme. The only downfall was that they did have to sign a treaty stating that they would help the British to capture any runaway slaves and help to quell any form of rebellion. And unfortunately, this was seen in the Taki Revolution, where Taki was killed and shot by a Maroon called Davy. L'un des gros problèmes de cette décision, c'est qu'ils ont dû se mettre d'accord avec les Britanniques de capturer et de calmer les ardeurs de rébellion et de révolution. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir pendant la révolution de Taki, qui a été tué par les Maroons. Now, Honeychurch confirms that the Republic of Dominica may actually have had the most Maroons, and this was due to its forest terrain, and the communities were mainly led in that area by women. Le peuple marron qui a eu le plus de succès était en République dominicaine, où ces peuples étaient dirigés majoritairement par des femmes. Referred to as ne wogs or ne Maroons, it is asserted that the Maroon country of Dominica and its state was really a state within a state, an African state that existed within a colonial European state of coastal Dominica. L'État qui a eu le plus de succès était donc en République dominicaine. C'était cette République Maroon était considérée comme un État dans un État. Therefore, when we look at amelioration in the context of what Marshall indicates, the approach for liberation was really, in this period, advanced by enslaved Africans who saw it as urgent to limit the harm not only to themselves, but to the wider enslaved community. Ce que nous pouvons voir par ce qui est décrit par Marshall comme l'amélioration, c'est cette approche des personnes esclavisées de limiter non pas le mal qui leur est fait, mais aussi le mal qui est fait à toutes les communautés esclavisées en général. But even though where there was physical violence, which might not have been able to be executed, there was a form of spiritual violence, African spirituality, in the form of a revolution taking place in a spiritual practice called Obia. Si la violence physique n'était pas tout le temps possible, il était très souvent question de violence spirituelle. La révolution et la libération spirituelle peut se voir notamment. La révolution spirituelle s'est produite plus tard. So, Obia is a spiritual system, a healing practice originating among West Africans brought to the Caribbean. It's really a blend of African traditional religion, herbal medicine, and what Europeans classified as folk magic. It was really used in the form of protection, healing, and resisting oppression. Cette spiritualité appelée Obia était notamment utilisée par les Africains de l'Ouest. C'était une forme de religion et de spiritualité que les Européens appelaient magie du peuple, et qui était là pour les protéger et qui se servait notamment d'herbes et autres rituels. Obia was also used for something else.
Obia a été utilisé aussi pour quelque chose d'autre. It was used as a form of secret networking, spiritual gatherings, often using it as a form of planning revolutions where an Obia man or woman would form court and administer binding oaths whilst preparing revolutionaries for insurrection. Obia a été utilisé également comme un réseau secret qui était utilisé pour planifier la révolution. Ces réunions étaient généralement menées par un homme ou une femme Obia pour mener à bien les plans et pour mettre en place des plans pour plus tard. Obia was so feared by the Europeans that as a result of the Taki Revolution, it became a crime, the first crime, for a comprehensive law in Jamaica. Therefore, the Obia Act of 1760 was enacted. Obia était tellement craint par le gouvernement esclavagiste qu'il a été déclaré comme le premier crime établi et qui comme le premier crime. The Act sought to demonstrate the European concept of Obia. It classified it as witchcraft, a Christian doctrine of evil, stating that the wicked act of Negroes going under the appellation of an Obia man or woman, pretending to have communication with the devil or other evil spirits. Obia a été défini comme une sorcellerie par les différents courants chrétiens, quelque chose de très mauvais qui était seulement là pour mettre en place des secrets, pour communiquer avec le diable, comme quelque chose d'extrêmement démoniaque. So the punishment for Obia was actually death. And other Caribbean colonies outlawed it, such as British Honduras, Grenada, Anguilla, Antigua, Barbados, Trinidad and Tobago, and St. Lucia. La punition pour la pratique de l'Obia était en général la mort. D'autres pays comme d'autres pays des Caraïbes l'ont rendu illégal. Comme le Honduras, la Grenade, les Antilles, les Barbades, Trinité et Tobago, Saint-Lucie. We find abolitionists actually supporting this, wishing to bring what Hall calls in her book Civilizing Subjects, a white English identity upon Africans, really an attack on African cultural identity, removing them from their indigenous religions and drawing them closer to a European form of Christianity. C'était bien sûr une attaque envers cette religion, et le but était de ramener les personnes esclavisées vers ce qu'ils considéraient comme étant le droit chemin de la religion européenne, notamment de la version chrétienne, la version européenne de la chrétienté. Et de rendre cela illégal. But this just undermined the Europeans' perspective on trying to curb insurrections and actually helped to empower enslaved Africans based upon their fear. Cela était également une méthode de stopper l'insurrection, mais cela n'a pas vraiment marché puisque ça a alimenté les feux de la rébellion et d'utiliser ces peurs contre eux. Now, moving swiftly on to the second period of Amelioration, which stretched between 1808 to 1823, this is where the abolitionists came up with new solutions and bright ideas in order to reduce harm and reduce the trafficking of African people from the continent. Pendant la seconde période de libération et des améliorations, qui a eu lieu de 1808 à 1823, les colonies britanniques ont été encouragées à mettre en place des améliorations
pour réduire le mal qui était fait aux personnes esclavisées. Now, of course, you would know during that period, this is where we have the Slave Trade Act of 1807, which does not end African chattel enslavement, but merely the trade itself. Bien sûr, vous devez savoir que cette période était aussi le moment où on a mis en place le Slave Trade Act de 1807. Si celui-ci n'a pas évidemment arrêté l'esclavage de propriété, il a permis de mettre fin aux différents échanges. Now, I promised that I would talk to you about the postnatal abolition law. J'ai dit que j'allais vous parler de ces lois postnatales. And when we look at the two periods, the first and second period of Amelioration, this is where we see the abolitionists taking an experimental kind of approach in the form of a compromise on emancipation. C'est à ce moment-là que nous pouvons voir que dans cette seconde approche, ils ont pu expérimenter avec ces lois et commencer à mettre en place des compromis pour l'émancipation. Now let's compare two different slave codes to get an idea of this postnatal law. Nous allons maintenant comparer deux codes pour comparer la façon dont ces lois postnatales ont été mises en place. So, Jamaica's slave laws of 1792 la loi pour les personnes esclavisées de Jamaïque de 1792 lightens the work for pregnant women as they get closer to delivery. Allège la charge de travail des femmes enceintes alors qu'elles sont proches de leur terme. And Barbados Slave Code of 1826 asks for a rest period. Là où la loi de Barbados de 1826, elle prévoit une période de repos pour les... Now, in the interest of time, I want to take you quickly through this, but the enslaved women during this period became replacement laborers. Pendant cette période, les femmes esclavisées étaient utilisées comme des travailleurs de remplacement. So what's really happening here? We've got a postnatal abolition approach. Ce que nous avons là, donc, du coup, était une approche de l'abolition pronatale. They really want to ensure that there's a natural increase in the enslaved population through birth rather than trafficking. Ils veulent s'assurer que la population d'esclaves grandit par les naissances et non pas par le trafic. So they try to encourage enslaved African women to reproduce. Ils ont donc essayé d'inciter les femmes africaines à se reproduire. So the pro-natal abolitionists argue that improving conditions for enslaved African women, such as reducing their workload during and after pregnancy and allowing them to have some time where they're not subjected to brutality, would encourage a happy process of reproduction. Ces lois pronatales, notamment, disaient que réduire leur charge de travail ou le taux de brutalité qui était administré aux femmes les pousserait à se reproduire plus facilement et plus souvent. In fact, abolitionist William Wilberforce, proposed that people should use African women of childbearing ages who could handle the large production of the quantity of childbearing. L'abolitionniste Wilberforce a d'ailleurs proposé d'utiliser le plus possible les femmes africaines en âge d'enfanter pour prendre en charge cette quantité importante d'enfants qui était nécessaire. This is not normally the narrative that we hear about Wilberforce, is it? Ce n'est bien sûr pas le narratif que l'on entend d'habitude de Wilberforce.
In fact, the Amelioration second stage produced something called a pro-natal cost-benefit plan and a training program for culturally reconditioning the minds of young enslaved Africans so that they felt that they belonged to something bigger and greater, such as the British Empire, to reduce their response of revolution. Cette seconde période d'amélioration qui impliquait un plan de coût bénéfique à la pronatale était aussi là pour reconditionner et conditionner les jeunes personnes africaines esclavisées pour s'assurer qu'elles seraient plus dociles et qu'elles se penseraient faire partie de quelque chose de plus grand, notamment l'Empire britannique, et pour éviter d'augmenter les risques de révolution. Now, I want to tell you about a case advanced by Bessie Chambers, identified by Eric Williamson in his book, as you can see on the slides. J'aimerais maintenant vous parler du livre de Bessie Chambers d'après les travaux de Eric Williamson. Vous pouvez le voir ici. Now, Eric Williams, should I say, actually asks us to look at abolition from the position of enslaved Africans, stating we must remember that these are thinking people who are too accomplished. They are strategizing their revolutions in accordance to the political change and the change in the law happening in England and the British colonies. Eric Williams souhaite prendre la position de regarder cette situation des yeux des personnes esclavisées et de les considérer comme des personnes qui réfléchissent. So let's look at this Bessie Chambers case. Intéressons-nous maintenant au cas de Bessie Chambers. She was an African enslaved woman who was aware of the pro-natal abolition approach. C'était une femme africaine esclavisée qui était au courant de ces lois d'abolition pronatale. And she, in 1823, alongside 24 other enslaved Africans in Jamaica, take her master or enslaver to court. C'est en 1823, avec 24 autres femmes, 24 autres personnes esclavisées, elle a envoyé son maître devant le tribunal. Court records show us that her enslaver had forced her to work despite her pregnancy, and she claimed this was unlawful under the law as it led to her miscarriage. Les rapports que l'on a de cette audience nous disent qu'elle a accusé son maître de l'avoir fait travailler pendant sa grossesse, ce qui a conduit à sa fausse couche. Betsy and 24 others argued, as court records show, that abolitionists should not limit their visions of freedom and abolitionists should not speak on behalf of enslaved Africans. And she inserted her right of self-determination, stating that she wanted legal redress, but unfortunately, the enslaver won the case. Elle a, avec le soutien des 24 autres personnes, disposé, d'après les rapports que nous avons, que les abolitionnistes ne devraient pas parler à la place des personnes concernées, qu'elle souhaitait avoir de l'autodétermination. Cependant, son affaire n'a pas gagné ce procès, puisque c'est son maître qui a fini par gagner. Swiftly looking at the third period of amelioration, which is between 1823 to 1831, this is called official amelioration. Intéressons-nous maintenant rapidement à la troisième période d'amélioration de 1823 à 1831, qui est appelée l'amélioration officielle. Here we find there is a period of trying to find a way to curb African chattel enslavement as a practice, as the 1833 Slave Trade Act has not yet been enforced. Ici, on peut voir qu'il y a une tentative d'amoindrir l'esclavage de propriété, étant donné que la loi de 1833 n'était pas encore mise en place.
But what we find is enslaved Africans actually advancing their case more strongly and significantly through rebellion, or what we would call revolution, because they feel that the end of the practice of African chattel enslavement is not happening quick enough. C'est So, in other words, the official amelioration causes for the African enslaved persons to fight because they find that the abolitionists are not acting quick enough. Cette amélioration officielle n'était pas au goût des personnes esclavisées, puisqu'elles trouvaient que cela n'allait pas assez vite, que les choses ne se développaient pas assez vite. So we see this in the Demerara rebellion of Guyana, as you can see there, which was led by Jack Gladstone and also his father, Kwamina. Vous pouvez le voir ici par la rébellion de Demerara de Guyane, menée par Jack Gladstone, père de Kwamina. And this was as a result of Jack Gladstone believing that an act had been passed by Parliament to end enslavement, but that was not the case, therefore resulting in 12,000 enslaved Africans joining the revolution. Il a poussé à ce que 12 000 personnes esclavisées le joignent dans sa quête de révolution. En cause d'une loi qui n'a pas été passée, alors qu'elle aurait dû l'être. The final period stated by Marshall in regards to this approach was called the making of legal emancipation. La dernière de toutes ces périodes, comme posée par Marshall, était appelée la création d'une émancipation légale. British historians pat themselves on the back for now believing that they should include, during this period of 1831 to 1818, black abolitionists. Les historiens britanniques s'autocongratulent puisque cette période de 1831 à 1838, ils disent avoir inclus les abolitionnistes noirs dans leur lutte et dans leur quête. So, we only see of recent that these revolutions that I have spoken about to be classified as abolitionists or contributing to the abolitionist movement, but before they were not. They were seen as criminals and rebels. Si aujourd'hui nous appelons ces mouvements de rébellion et de révolution des révolutions, c'était à l'époque considéré comme des mouvements illégaux, dangereux, qui mettaient en péril la sécurité du pays. The Emancipation War in 1831 to 1832 in Jamaica, which is the largest uprising in the British West Indies, was the great push towards the Abolition Act of 1833. La guerre d'émancipation de 1831 à 1832 en Jamaïque, qui était l'un des plus grands soulèvements des Antilles anglaises, a été le dernier élément qui a amené à l'établissement de la loi d'abolition de 1833. This is where amelioration meets revolution. C'est là que la révolution et l'amélioration se rejoignent. And as you can see, Sam Sharp Comme vous pouvez le voir, Samuel Sharp protests, and it involves 60,000 enslaved Africans. a protesté contre avec l'aide de 60 000 personnes esclavisées. Thus, the Abolition Act of 1833 abolishes enslavement, but there is not immediate freedom, but a period of an apprenticeship scheme. Bien sûr, la loi de 1833 a aboli l'esclavage, mais celui-ci ne s'est pas arrêté totalement.
So, just in closing, Pour finir, pour terminer, amelioration vs revolution, what does this really show us? l'amélioration contre la révolution, qu'est-ce que cela nous montre? When we look at the approach that abolitionists took towards the enslavement of African persons, we find that enslaved Africans couldn't wait for freedom. Lorsque nous regardons de plus près sur les conditions de vie des personnes esclavisées et leurs demandes, nous nous rendons compte qu'ils ne demandaient rien d'autre que d'être libérés. They understood the urgency of their situation, and they were determined to take action themselves. They did not want to wait for abolitionists, especially those who took a gradual form of reform. Ils comprenaient bien sûr l'urgence de leur situation et ils ne voulaient pas attendre l'approbation des abolitionnistes, notamment ceux qui voulaient une version plus graduelle des choses. Therefore, we see a tension between gradual improvement and direct action. Nous voyons du coup une tension entre cette volonté graduelle de changer les choses et une action immédiate. And this is what we see today in the reparations movement. C'est ce que nous voyons aujourd'hui encore dans le mouvement de réparation. We see this gradual wish for redress, a confusion surrounding whether the harm of enslaved Africans were a legal or moral obligation under international law. Ces éléments restent aujourd'hui présents et il y a encore des discussions sur le fait que le mal qui a été fait aux personnes esclavisées était une obligation légale ou morale, d'après la loi internationale. We also find that the voices of those who are descendants to be marginalized and the leadership of those who potentially could have benefited from enslavement being enhanced. Nous nous rendons également compte que les voix des descendants des personnes qui ont été esclavisées sont amoindries et marginalisées, là où les personnes des descendants qui ont participé à l'esclavage sont présentes et sont entendues. While coalition and support from allies is important, it is important to create a safe space in this movement when it comes to reparations for those who were directly impacted by it. Il est donc important aujourd'hui de créer un espace sain pour que les personnes descendantes de personnes esclavisées soient reconnues et entendues. So if we are to have real redress when it comes to the legacies of enslavement, Donc si nous voulons un réel redressement de ces mesures, then we must not shy away from the truth and face it head on. nous ne devons pas nous détourner de la vérité et nous devons au contraire l'affronter et y faire face. So that, as the title of this lecture states, as far as our eyes can see, meaning our children and our children's human rights and dignity, Donc comme le dit le titre de cette présentation, aussi loin que portent nos regards, nos enfants et les droits de nos enfants et leur dignité, will be securely in a place where it can never be compromised again. doivent être mises dans une position dans laquelle ils ne pourront jamais être atteints à nouveau. Thank you. Merci. Alors, merci infiniment à Madame Priscellia Robinson pour sa passionnante communication. La parole est à la salle.
Merci. Alors, je rejoins Jean-Pierre Aubray. Un grand merci, madame. Vraiment. Merci aux deux jeunes traducteurs. Je me rends compte, je n'ai pas de questions pour l'instant, mais je me rends compte d'une chose, et j'ai besoin de vous le dire pour la suite. Mon âge fait que j'entends moins bien et que je vous inviterai effectivement au niveau de la traduction à parler doucement et à articuler comme a pu le faire madame. Merci infiniment pour la suite. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions concernant le West Indian Law Body? Oh, the Western body. So this body was a body created by the British government, which was to kind of help with the enhancement of the West Indian colony. Ce corps a été créé par le gouvernement britannique pour aider les colonies britanniques. What was taking place was as slave laws and other laws were being proposed by assemblies in the Caribbean. Ce qui se passait, c'est que comme des lois sur l'esclavage ont été passées dans les Caraïbes, it would be for the governor of those particular colonies to propose those to the British Parliament. Il était du devoir des gouverneurs de ces différentes colonies de proposer cela au gouvernement britannique. So we don't find that the colonies have a parliament in themselves. All of the acts are being passed in the UK, in Britain at the time. Les colonies n'avaient pas de parlement propre. Toutes les lois étaient passées au parlement britannique. Most of the acts in terms of records that we have in Britain during the period of African chattel enslavement being passed in Britain are to do with colonial law. La majorité des actes qui ont été passés à cette période de l'esclavage de possession ont été passés, selon nos rapports, au Parlement britannique. So the sheer volume needed a body to be able to kind of look into how it could be processed and reviewed. Donc le Parlement avait besoin de Dieu d'un corps dans les Antilles britanniques pour pouvoir avoir des informations concrètes sur ce qui s'est passé. This body would also take interest in how these laws and potential issues happening in the Caribbean would also affect Britain at the time or the empire at the time. Le corps devait aussi rendre compte des intérêts et des événements qui pouvaient affecter le Royaume-Uni à l'époque. So as we saw with the Durant Act, where it was suggested that ships should curb the amount of enslaved Africans. Donc comme on a pu le voir avec la loi Dolman, les bateaux avaient une limite d'esclaves à déplacer. This particular body were informed by those white European British persons working upon the ship that they were in fear of their own safety as a result of disease or as a result of insurrection. C'est ainsi qu'ils ont appris, c'est par ce corps qu'ils ont pu apprendre les problèmes du personnel de bord sur les bateaux, les problèmes et leurs peurs qu'ils avaient pour leur propre sécurité. I hope that answers the question. J'espère que ça répond à votre question. Bonjour, merci pour votre conférence. Je ne connais pas très bien les colonies britanniques, mais par rapport à Haïti et la République dominicaine, la Déclaration universelle des droits de l'homme y a été pour quelque chose dans la Révolution haïtienne. Vous n'évoquez pas du tout dans votre conférence
ce qui s'est passé à Haïti et l'influence de cette déclaration sur les lois dont vous nous en avez parlé. Est-ce qu'il y a eu des débats par rapport à ça à ce moment-là en Angleterre? Thank you for that question. Merci pour votre question. The reason why I have not spoken about the Haitian Revolution is because the next speaker after me will address the approaches taken by abolitionists within the French colonies. La raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, c'est parce que la personne qui va l'intervenant qui va parler après moi va approcher directement, va parler uniquement des colonies françaises. But I think it's important to note that before the Haitian Revolution, as stated before, that there were particular rebellions that were influencing other rebellions throughout the Caribbean area, whether it was owned by the French or the English. Mais il est important de savoir qu'avant la révolution haïtienne, il y a eu d'autres révolutions à travers les Caraïbes qui ont influencé évidemment cette révolution. Oui, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on en profitera pour dire que y a, voilà, juste une annonce à la fin. Le micro ne marche pas, je peux aussi. Ouais, pas de problème. J'ai deux petites questions. Mais tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour la présentation et la structure et surtout la pertinence dans laquelle elle a été présentée. Alors la première question, c'est plutôt une question de curiosité. J'aimerais savoir, durant vos recherches, y a-t-il des zones d'ombre encore aujourd'hui dans l'histoire de l'esclavagisme assez pertinente que l'on peut évoquer, où l'on peut considérer que l'histoire est suffisamment et en tout cas entièrement bien reconstruite? Yes, great question, and great to see you here, David. Thanks for coming. Oui, c'est une très bonne question et merci d'être venu. I think due to time, obviously not being able to advance as much as possible. Due to time, not being able to say as much. À cause du temps de notre présentation, je n'ai pas pu dire beaucoup à ce sujet-là. But what we do find is that the story of the abolitionists that has frequently been told throughout history is not correct. Mais ce qui est important de noter, c'est que l'histoire de l'abolitionnisme n'est pas tout à fait correcte comme on l'enseigne aujourd'hui. What we find is that the abolitionists were doing everything possible to appease the British Empire. Les abolitionnistes faisaient tout leur possible pour apaiser l'Empire britannique. As seen where we have the Slave Trade Act of 1807, which stops the trafficking of African people, but continues the practice of African chattel enslavement. On peut le voir dans la loi de 1807, qui a ralenti du moins le trafic d'esclaves, mais qui n'a pas arrêté l'esclavage de possession. They come up with wild ideas, as you saw with the pronatal laws. Ils sont arrivés avec des idées un peu folles comme les lois pronatales. These are causing more harms than good, and what we are finding in the historical and legal records is that enslaved Africans are not happy with the way abolitionists are conducting their approach. Et d'un point de vue à la fois historique et légal, nous pouvons voir que les personnes esclavisées n'étaient pas heureuses de cette approche. And lastly, that the abolitionist approach follows suit every time the Africans take a revolutionary approach. Et enfin, les idées abolitionnistes suivent les idées des personnes esclavisées. We're also finding, in terms of what we call trover cases, this is common law under the English law. Trover. They're like property
Nous pouvons voir entre autres dans les problèmes de propriété qui sont des lois ce sont des lois qui ont influencé cela. As African people were classified as property, Ce que les personnes africaines définiraient comme des propriétés. that these cases, as they've been depicted to help to establish the legality of African chattel enslavement, is not true. Les définitions de l'esclavage de possession n'étaient pas exactes. In terms of the Gregson v. Gilbert case, referring to the Zong case, had nothing to do with the murder or overthrowing of African enslaved people. What is the name of the case? Zong. Oui. Ce qu'on peut voir dans le cadre du massacre de Zong, c'était des problèmes avec les personnes esclavisées. It's more a matter of insurance and whether the insurers could argue that the lives of the enslaved Africans claimed should not be paid. C'était une question d'assurance et les vies des personnes esclavisées n'étaient pas remboursées entre guillemets. So I think there's a real need to delve into the legal cases, which will give us more of an understanding as to what we need to do to correct the history of the abolition tale. Et donc il est important de voir le côté légal de la chose afin de corriger les idées abolitionnistes. Alors, une dernière question peut-être avant la pause, ou bien sinon... Alors juste une information très importante, il y a 2 groupes de jeunes gens ici qui sont très importants. Ce sont les élèves des lycées professionnels de Simone de Beauvoir, je crois, de Garches-les-Gonesse, ou lycée général, je ne sais pas, et du lycée professionnel Gouzier de Rezé, ici dans l'agglomération nantaise. Alors ceux du lycée de Garches-les-Gonesse ont préparé l'exposition sur l'esclavage qui est en bas, et donc je pense qu'ils peuvent vous la présenter eux-mêmes. Et je crois que ceux du lycée professionnel Gouzier, qui travaillent au mât de la fraternité, sont également présents avec leurs professeurs ici. Vous les applaudissez ? Ben, bien sûr. Alors, nous reprenons à 11h avec la conférence de M. Bruno Maillard sur... Oui, il y a une autre question ? Elle voulait dire une chose. Oui, ok. Alors, on reprend à 11h30. Hein. Donc, reprise à 11h30 et café et gâteaux sont offerts au premier étage. Bonne pause.